Top 10 à Grande Pyramide de Gizeh. Des tours de pierre du Zimbabwe, nous voyageons vers le nord-est à travers l'océan Indien et remontons la plaine mésopotamienne jusqu'à la structure unique dont l'ingénierie reste la question la plus débattue de toute l'archéologie. La Grande Pyramide de Gizeh est le nombre que personne n'arrive à expliquer. Voici un chiffre, 1440. C'est le nombre d'années d'environ 2560 à J, C, à 1311 à J, C, pendant lesquelles aucune structure construite par des mains humaines n'a dépassé la hauteur de la Grande Pyramide de Gizeh. Elle a détenu ce record pendant plus de 14 siècles, jusqu'à l'achèvement de la flèche de la cathédrale de Lincoln en Angleterre. La hauteur seule est extraordinaire, mais la hauteur n'est pas le mystère. Le mystère est ce qui est codé dans la forme elle-même, une relation entre des dimensions que la mathématique occidentale n'identifierait formellement qu'au XVIIIe siècle de notre ère, construite dans la pierre avec une précision qui ne peut être accidentelle et que personne, en 4000 ans de contemplation directe, n'a totalement expliqué. Le premier relevé précis a été mené par l'égyptologue Flinders Petrie entre 1880 et 1882, publié dans The Pyramids and Temples of Gizeh en 1843. Ce relevé reste la référence de mesure fondamentale pour tout ce qui a suivi. Petrie a mesuré les 4 côtés de la base et a découvert que leur longueur moyenne était de 232,3 mètres, avec un écart maximum entre les côtés de 4,4 cm sur une base couvrant 5,3 hectares. La base est nivelée sur toute cette surface avec une précision de 2,1 cm et l'alignement avec le nord vrai, confirmé par Petrie et par des relevés GPS ultérieurs, atteint une précision de 3/60 de degré. C'est une précision inégalée par toute autre structure ancienne et non surpassée de manière significative par l'Observatoire de Paris, qui fut construit en 1671 dans le but explicite d'atteindre la précision méridienne. Les pierres de parement, 144 000 blocs de calcaire de Toura poli qui couvraient à l'origine l'extérieur, étaient ajustées avec des joints d'un demi-millimètre. Petrie a décrit la qualité du travail comme le meilleur travail d'opticien à l'échelle d'hectares. La grande galerie interne mesure 47 mètres de long pour une hauteur de 8,7 mètres, ces murs étant construits avec 7 couches d'encorbellement imbriquées qui répartissent le poids énorme de la structure au-dessus de la chambre du roi sans une seule colonne de soutien. Ce système structurel, la distribution de la force de compression par encorbellement, n'a pas été formellement codé dans l'ingénierie occidentale avant le XIXe siècle. Maintenant, le nombre, le rapport entre le périmètre de la pyramide et le double de sa hauteur donne la constante mathématique pi avec 4 décimales, 3,195. Le mathématicien Livio Catulo Stecchini a calculé la probabilité que cela surgisse par hasard de choix de dimensions arbitraires à moins de 1 sur 10 000. Le rapport entre la hauteur de la pyramide et la moitié de la longueur de sa base est égal au nombre d'Orphi, 1 618, avec 3 décimales. Les deux relations apparaissent simultanément dans une seule structure en 2560 avec J, C. De plus, la hauteur de la pyramide correspond au rayon polaire de la Terre avec une marge d'erreur de 0,2%, une relation qui soit code de réelle connaissance géodésique, soit représente la coïncidence dimensionnelle la plus extraordinaire de l'histoire de l'architecture. La théorie de la corrélation d'Orion de Robert Bauval, publiée de manière étendue dans le Mystère d'Orion en 1994, a démontré que les 3 pyramides de Gizeh correspondent aux étoiles de la ceinture d'Orion en termes de taille relative, d'espacement et de décalage angulaire, le Nil correspondant à la Voie lactée dans le même diagramme à une date précessionnelle d'environ 10 500 J, C. En 2017, un article de Morishima et ses collègues publié dans Nature a utilisé la tomographie par muons, imagerie par particules subatomiques, pour détecter un vide auparavant inconnu au-dessus de la Grande Galerie, d'une taille approximativement égale à celle de la Grande Galerie elle-même. Personne n'y est entré. Personne ne l'a expliqué. La vision conventionnelle, représentée le plus en détail par The Complete Pyramids de l'égyptologue Mark Lehner et par les vastes publications de Zahi Hawass
soutient que la Grande Pyramide a été construite comme tombeau pour le pharaon Khéops, en utilisant une main-d'œuvre d'environ 20 000 à 30 000 ouvriers organisés avec des systèmes de rampes utilisés pour la pose des blocs. Les relations mathématiques dans les dimensions sont attribuées à l'utilisation du séqued, une unité égyptienne de mesure de pente qui produit naturellement des rapports proches de pi comme sous-produit d'une construction angulaire constante. Les chambres internes vides ont diverses explications, notamment le pillage de tombes dans l'Antiquité ou un enterrement qui n'a jamais été achevé. Mais l'explication du séqued justifie que pi apparaisse comme un sous-produit de la mesure de la pente. Elle n'explique pas pourquoi phi et pi apparaissent simultanément dans les proportions de la même structure, car aucune méthode de construction basée sur le séqued ne produit les deux rapports en même temps. Et l'absence de toute preuve d'inhumation, aucun corps, aucune inscription identifiant un pharaon et aucun mobilier funéraire dans la seule structure prétendument construite, comme le tombeau le plus grandiose d'une civilisation qui a déployé des efforts extraordinaires pour préserver et identifier les restes réels, n'est pas une anomalie que le vol ou l'inachèvement résolvent proprement. C'est un mystère que la théorie du tombeau contourne depuis 2 siècles sans le dissoudre. Certains chercheurs se demandent si la Grande Pyramide n'a jamais été un tombeau, si sa véritable fonction n'a pas encore été identifiée correctement, et si sa précision mathématique n'était pas un sous-produit d'une construction pratique, mais le but délibéré de la construction elle-même. Une structure qui code pi, phi et le rayon polaire de la Terre simultanément, alignée sur le nord vrai avec une précision de moins d'une minute d'arc, contenant un vide caché de la taille d'une salle qui n'a jamais été visitée. C'est soit l'accumulation la plus extraordinaire de coïncidences dans l'histoire de la construction humaine, soit un message codé dans 2,5 millions de pierres à une échelle conçue pour survivre à tout. La question qui demeure est de savoir si nous le lisons correctement et ce qui pourrait nous échapper. Top 2. À Pyramide du Sol, Teotihuacan. Des collines de Turquie, nous traversons l'Atlantique vers une jungle d'Amérique centrale, où une civilisation a construit quelque chose de tout aussi impossible, l'a alignée sur le même ciel et a laissé derrière elle un mystère auquel l'archéologie conventionnelle n'a jamais totalement répondu. La pyramide du Soleil à Teotihuacan est la ville que personne n'a construite. Imaginez une ville abritant 125 000 personnes, l'un des plus grands centres urbains de la Terre à son apogée, construite selon un plan mathématique et astronomique précis, aligné avec les directions cardinales, avec une précision presque parfaite. Sa pyramide centrale a un périmètre de base qui, divisé par le double de sa hauteur, donne la constante mathématique pi avec 4 décimales. Imaginez maintenant que, lorsque les civilisations ultérieures sont arrivées et ont demandé qui l'avait construite, personne n'a su répondre. Même les gens qui y vivaient ne le savaient pas. Les Aztèques, qui se sont installés dans la vallée de Mexico des siècles après l'effondrement de la ville, lui ont donné son nom, Teotihuacan, le lieu où les hommes deviennent des dieux. Ils ont présumé que ces bâtisseurs devaient être divins, car aucune civilisation humaine qu'ils connaissaient n'aurait pu la produire. Les fouilles archéologiques systématiques ont commencé avec l'archéologue mexicain Leopoldo Batres en 1905. Une étude de 2003 du géophysicien René Milon a estimé la population maximale entre 100 000 et 200 000 personnes. L'identité, la langue et l'origine ethnique des fondateurs restent véritablement contestées à ce jour. La pyramide du Soleil est la 3e plus grande pyramide de la Terre en volume. Sa base mesure 225 mètres de chaque côté, à moins d'1 mètre de différence avec la grande pyramide de Gizeh en termes de dimension. Son orientation est alignée à 15,5 degrés au nord de l'ouest, marquant le point précis à l'horizon où les Pléiades se couchaient en 150 après. J.C., l'archéoastronome Anthony Aveni, de l'université de Colgate, a confirmé que ce même décalage de 15,5 degrés est codé dans tout le tissu urbain de la ville, qui couvre 36 km² et reproduit ses proportions à de multiples échelles. C'est la preuve d'un plan directeur appliqué à l'ensemble du tracé urbain dès le départ, et non d'une ville qui s'est développée de manière organique. Sous la pyramide du Soleil court une grotte formée par un tunnel de lave naturel qui s'étend sur 100 mètres dans la roche, redécouverte par Jorge R. Acosta en 1971. La grotte a été délibérément modifiée.
Des dépôts rituels, des chambres sculptées et des miroirs y ont été trouvés. La pyramide a été construite directement au-dessus, centrée sur elle, la grotte fonctionnant comme un axe sacré, reliant le monde de la surface à ce qui se trouvait en dessous. En 2015, l'archéologue de l'UNAM Sergio Gomez a découvert quelque chose d'encore plus étrange sous le temple du serpent à plumes. De grandes quantités de mercure liquide déposées dans des circonstances suggérant un placement rituel délibéré. Le mercure ne se trouve pas naturellement dans cette région. Quelqu'un l'a transporté de loin et l'a versé dans le sol sous un temple. La ville a été abandonnée vers 550 après J.M.C. et partiellement brûlée. Aucune conquête n'explique l'effondrement, aucune sécheresse documentée d'ampleur suffisante et aucun ennemi extérieur. Les preuves pointent vers une destruction délibérée et organisée de l'intérieur. L'incendie sélectif de structures palatiales, comme si quelqu'un voulait effacer une classe spécifique de personnes, tout en laissant les monuments debout. L'archéologie conventionnelle identifie Teotihuacan comme une métropole commerciale multiethnique qui a émergé sur plusieurs siècles, attirant des migrants de toute la Mésoamérique. Les alignements astronomiques sont compris comme intentionnels, mais réalisables grâce à une observation attentive à l'œil nu accumulée sur des générations. Conformément aux autres traditions mésoaméricaines, l'incendie interne est attribué à une révolte politique dirigée contre une élite dont le pouvoir était devenu insoutenable. Mais le mercure liquide transporté sur des centaines de kilomètres pour être déposé rituellement sous terre, combiné à une population fondatrice dont l'identité s'est complètement dissoute de la mémoire collective, et une pyramide construite sur une grotte sacrée préexistante alignée sur un amas stellaire spécifique. Ce ne sont pas seulement des prouesses organisationnelles. Elles suggèrent une profondeur de connaissance ésotérique et une intention symbolique de longue portée qui ressemble moins à une civilisation émergente se construisant vers le haut qu'à l'expression finale d'une civilisation qui était déjà parvenue à un certain point. Certains chercheurs se demandent si Teotihuacan a été conçu comme un diagramme cosmologique, une ville construite pour reproduire la structure des cieux sur Terre. Si la grotte sous la pyramide représentait le monde souterrain, la pyramide elle-même le monde du milieu, et le ciel ouvert au-dessus le monde supérieur, alors la ville entière a pu être un instrument rituel tridimensionnel, construit selon des spécifications astronomiques précises. Qui a conçu cet instrument? Et est-ce une coïncidence si les dimensions de sa base font écho à celles de Gizeh à 1 mètre près? Top 3, Derinkuyu, d'une pyramide construite sur un axe souterrain sacré, nous descendons littéralement vers le complexe souterrain le plus extraordinaire jamais découvert, sculpté dans la roche solide par des mains que nous ne pouvons toujours pas identifier. Derinkuyu est la ville qui s'est engloutie elle-même. En 1963, un homme dans le centre de la Turquie a abattu un mur de son sous-sol lors de rénovation et a trouvé une pièce qu'il n'a pas reconnue, puis une autre, puis un tunnel. Lorsque les archéologues sont arrivés et ont commencé à comprendre ce qu'ils voyaient, ils avaient trouvé non pas une extension de sous-sol, mais une ville. C'était une métropole souterraine entièrement conçue, sculptée à 85 mètres verticalement dans la roche volcanique de Cappadoce, capable d'abriter 20 000 personnes, ainsi que leur bétail, leurs stocks de nourriture, leurs écoles, leurs vignobles, leurs églises et leurs morts. Les autorités turques ont commencé les fouilles systématiques après la découverte. Le complexe a été ouvert aux touristes en 1969, bien qu'une fraction seulement de sa profondeur totale soit accessible aux visiteurs. Selon les recherches actuelles, la ville s'étend sur 18 niveaux confirmés. Au moins 600 portes extérieures reliaient le réseau souterrain à la surface via des puits cachés. La datation de la construction originale reste contestée. Certains niveaux montrent des techniques cohérentes avec la période phrygienne vers 800 J.C., mais les sections les plus profondes n'ont pas encore été datées de manière fiable. Et la question de savoir qui a conçu le premier l'ensemble du système n'a jamais reçu de réponse. Le problème de la ventilation à lui seul aurait dû rendre la ville impossible. Maintenir l'air respirable pour 20 000 personnes à 85 mètres de profondeur sans assistance mécanique nécessite de comprendre le flux d'air, les différentiels de pression et la géométrie des puits dans une structure de 18 étages de profondeur avant même que toute partie ne soit construite. Le système de ventilation de Derinkuyu
se compose de plus de 15 000 puits d'air individuels, reliant tous les niveaux à la surface, le plus profond atteignant 55 mètres. Les ingénieurs modernes qui ont étudié le système dans les années 1970 ont confirmé que l'emplacement des puits a été calculé pour créer un flux d'air par convection. Cela signifie que quiconque a conçu ce système comprenait la dynamique des fluides assez bien pour l'implémenter dans la roche de manière invisible en 3 dimensions avant que la première pierre ne soit retirée. L'architecture défensive est tout aussi sophistiquée. Des portes circulaires en pierre, certaines pesant jusqu'à 500 kg, étaient repositionnées pour sceller les couloirs individuels de l'intérieur. Chaque porte était conçue avec un trou central, permettant à un défenseur d'insérer une lance vers l'extérieur, tandis que le passage restait scellé, un détail qui exigeait une imagination stratégique et une taille précise de la pierre. Un approvisionnement stable en eau alimentée par des sources souterraines a été incorporé aux niveaux les plus bas. Des écoles missionnaires avec des plafonds voûtés et de grands espaces de réunion communautaires ont été sculptés dans les niveaux intermédiaires. Ce n'était pas un abri, c'était une société. Au niveau de 55 mètres, un tunnel de connexion relie Derinkuyu à une deuxième ville souterraine à Kaimakli, à 9 km de là. Le tunnel est assez grand pour y marcher debout. Derinkuyu n'est pas unique. Au moins 36 villes souterraines similaires ont été identifiées dans la région de Cappadoce, suggérant non pas un projet local isolé, mais une infrastructure régionale coordonnée, construite selon un plan partagé sur une zone immense. L'explication conventionnelle pointe vers le tuf volcanique de la Cappadoce, de l'ignimbrite, une roche tendre exceptionnellement facile à sculpter, et vers la succession d'invasions que la région a subies au cours des siècles. Les menaces assyriennes, perses, arabes et byzantines ont créé de véritables raisons de se réfugier sous terre. Les archéologues conventionnels proposent que des populations successives de Phrygiens, de premiers chrétiens et de communautés byzantines ont étendu un réseau existant de grottes naturelles au cours de nombreuses générations, chaque phase ajoutant de la profondeur et de la complexité à mesure que de nouvelles menaces exigeaient des abris plus profonds. Mais sculpter un réseau de ventilation pour 20 000 personnes sur 18 niveaux n'est pas un projet qui s'étend par accident au fil des siècles. Cela nécessite un plan d'ingénierie unifié conçu avant le début de l'excavation, car la mathématique du flux d'air ne fonctionne que si la profondeur totale du système de puits est calculée à l'avance. La question de savoir qui a eu ce plan en premier, qui a regardé une colline en Cappadoce et a décidé de construire une ville à l'intérieur jusqu'au fond, n'a jamais été répondue de manière adéquate. Certains chercheurs se demandent si Derinkuyu a été construite non pas pour se cacher d'ennemis connus, mais pour survivre à quelque chose qui a rendu la surface de la Terre temporairement inhabitable. Quelque chose à une échelle qui a exigé que 20 000 personnes disparaissent sous terre pendant de longues périodes, avec des portes scellées, de l'eau indépendante et une production alimentaire interne. L'ingénierie n'est pas l'architecture de réfugiés, c'est l'architecture de la continuité de la civilisation. Quel scénario a exigé ce niveau de préparation? Nous ne le saurons peut-être jamais. Les niveaux les plus profonds n'ont pas été fouillés. Quel qu'ait été le but original, il a été enterré avec les bâtisseurs. Top 4. Nabta Playa. Des villes souterraines au cœur de la Turquie, nous traversons la Méditerranée jusqu'au bord du Sahara, où le plus ancien observatoire astronomique du monde a été trouvé au milieu d'un désert, construit par un peuple que l'histoire a presque entièrement oublié. Nabta Playa est le calendrier avant le calendrier. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. 6000 ans avant la naissance du Christ, la région, aujourd'hui connue sous le nom de désert de Nubie, était un lac saisonnier entouré de champs, habité par des communautés de pasteurs de bétail qui observaient le ciel avec une précision qui ne serait pas égalée en Europe avant 4000 ans. Ils ont laissé derrière eux un cercle de pierres plus ancien que Stonehenge et plus ancien que les pyramides qui suivaient le solstice d'été, s'alignait sur des étoiles spécifiques et codait un calendrier astronomique si précis qu'il semble tenir compte d'un phénomène que la science occidentale ne décrirait formellement qu'à l'ère moderne. C'était, selon toute mesure conventionnelle, des éleveurs de bétail nomades au milieu de nulle part. Le site a été découvert par hasard en 1973 lorsque l'anthropologue Fred Wendorf de la Southern Methodist University
effectuait une reconnaissance de la région et que son véhicule s'est embourbé près d'un arrangement inhabituel de pierre. Les fouilles au cours des décennies suivantes, détaillées dans un article marquant de 2001 dans Nature par Wendorf et l'astrophysicien G. Makim Malville de l'Université du Colorado, ont révélé un complexe de mégalithes, de tombes et un cercle de pierres disposés avec une précision astronomique démontrable. L'analyse au radiocarbone de matériaux organiques associés a daté le site entre 6000 et 4500 average C. Malville a confirmé dans un article de Nature en 1998 que deux paires de dalles verticales à l'intérieur du cercle s'alignent avec le lever du soleil au solstice d'été, fonctionnant comme un calendrier solaire précis. Cela seul serait remarquable, mais une analyse de 2007 de l'astrophysicien Thomas Brophy est allée plus loin. Brophy a proposé que 6 pierres du cercle intérieur correspondent aux étoiles de la ceinture et de l'épaule d'Orion telles qu'elles apparaissaient à l'horizon vers 4900 Jersey, l'espacement des pierres étant proportionnel aux distances réelles entre ces étoiles. Puis l'analyse de Brophy a produit quelque chose de plus difficile à écarter. Il a proposé que les alignements vers le nord des mêmes pierres codent les positions de transit méridien de ces étoiles à une date approximative de 16 500 IGNAC, une date qui correspond à une période connue de climat humide africain, où la région aurait été continuellement habitable et disponible pour une observation prolongée du ciel sur de nombreuses générations. Sous plusieurs des grandes dalles mégalithiques, les fouilles ont révélé des sculptures en grès façonnées, placées et délibérément enterrées sans explication fonctionnelle. Les sépultures de bétail trouvées sur le site comptent parmi les preuves les plus anciennes d'un culte du bétail partout en Afrique, une tradition qui deviendra plus tard centrale dans la religion égyptienne. Vers 3500 J.I.N.C., le site a été abandonné, coïncidant précisément avec la dessiccation du Sahara à mesure que les régimes de moussons se déplacèrent vers le nord. Les gens qui l'avaient construit se sont déplacés vers le nord-est en direction du Nil. L'archéologie conventionnelle accepte Nabta Playa comme un authentique site archéoastronomique et reconnaît son rôle pour démontrer que les fondements intellectuels de la civilisation égyptienne avaient des racines profondes dans la culture pastorale de l'Afrique subsaharienne. Les alignements du solstice solaire sont bien documentés et largement acceptés. Les alignements stellaires sont plus contestés, mais pris au sérieux par de nombreux chercheurs. Le site est compris comme la preuve d'une continuité culturelle et astronomique s'écoulant vers les civilisations de la vallée du Nil qui ont suivi. Mais l'affirmation spécifique selon laquelle les pierres codent la précession stellaire, un phénomène qui se déroule sur des milliers d'années et nécessite un enregistrement multigénérationnel d'une précision extraordinaire ou une modélisation mathématique pour le prédire, va bien au-delà de ce que nous attendons conventionnellement de nomades pastoraux sans système d'écriture connu. Si ces personnes ont apporté une tradition astronomique vers le nord-est de l'Égypte, lorsque le désert s'est refermé derrière elles, alors la précision des alignements de Gizeh, construits 2000 ans plus tard, commence à ressembler moins à un soudain épanouissement de génie qu'à la continuation d'une science très ancienne. Certains chercheurs se demandent si Nabta Playa n'est pas le début de l'astronomie égyptienne, mais le vestige survivant de quelque chose de beaucoup plus ancien, une tradition qui était déjà millénaire lorsque ces pierres spécifiques ont été placées. Si le cercle intérieur code les positions stellaires de 16 500 AVJAC, comme le propose Brophy, la connaissance incorporée dans ces pierres précède la construction du cercle lui-même de 12 000 ans. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un enregistrement d'observation fait ailleurs par quelqu'un d'autre, copié ici dans la pierre pour ne pas être perdu? Nous ne saurons peut-être jamais qui a levé les yeux le premier et a commencé à compter. Top 5 au monument de Yonaguni. Un calendrier dans le désert n'est rien comparé à ce qui a été découvert au large des côtes du Japon en 1986. Une structure si grande, si géométrique et si profondément submergée qu'elle divise la communauté scientifique depuis lors. Le monument de Yonaguni est la pyramide sous le Pacifique. En 1986, un plongeur japonais nommé Kihachiro Aratake cherchait des requins marteaux à la pointe sud-ouest de l'île de Yonaguni lorsque sa lampe a éclairé quelque chose d'anormal, des terrasses à sommet plat, des angles droits
des murs parallèles et un escalier. À 25 mètres sous la surface de l'océan Pacifique, sculptée dans une seule masse continue de grès, se trouvait une structure à peu près de la taille du Titanic, et elle ressemblait indéniablement à quelque chose de construit. Arateke a signalé la structure aux autorités locales. La première enquête systématique a été menée par Masaaki Kimura, professeur de géologie marine à l'université des Ryukyus, à partir de 1997. Kimura a passé plus de 15 ans à plonger sur le monument et a publié des articles plaidant pour une construction artificielle. Robert Schoch, de l'Université de Boston, s'est rendu sur le site la même année par des voies indépendantes et est arrivé à une conclusion différente, soutenant que la structure est principalement d'origine naturelle. Entre ces deux positions, le débat ne s'est jamais totalement clos. Le monument mesure environ 150 mètres de long, 40 mètres de large et 27 mètres de haut. Dans son analyse de 2007, Kimura a identifié au moins 10 caractéristiques architecturales distinctes. Des terrasses, une large route, une arche, 2 tours, ce qu'il a décrit comme un château, 5 structures semblables à des temples et une plateforme en forme d'étoile. Il a également identifié ce qu'il a interprété comme des marques d'outils sur les surfaces de pierre et a pointé de plus petits objets sculptés trouvés près de la structure principale, une tête humanoïde et une figure animale, comme preuve d'une modification humaine. Choc, bien que sceptique quant à une construction totalement artificielle, a reconnu dans un article de 2000 que certaines caractéristiques semblaient montrer des preuves de modification humaine à partir d'une base formée naturellement, une position qu'il a décrite comme un site culturel construit sur de la roche naturelle. Teruaki Ishii, géologue gouvernemental de l'Université de Tokyo et ayant examiné le site, a déclaré publiquement que la disposition générale des pierres était trop régulière pour être naturelle. Voici le problème de la datation. Les données sur le niveau de la mer du Quaternary Science Reviews confirment que la plateforme de Yonaguni était pour la dernière fois au-dessus du niveau de la mer, entre 10 000 et 12 000 Wadivinao. J.C. Si la structure est artificielle, si quelqu'un l'a façonnée, modifiée ou construite dessus, ce travail a été fait avant que l'océan ne monte et ne l'engloutisse. Cela place les bâtisseurs à un minimum de 12 000 ans en arrière, précédant toutes les civilisations nommées sur Terre de plusieurs millénaires. La position géologique dominante, représentée plus en détail par Schoch, soutient que Yonaguni est une formation naturelle de grès façonnée par les propriétés prévisibles de fracturation de la roche, combinées à l'érosion des courants océaniques sur des millénaires. Le grès se fracture selon des plans horizontaux et verticaux en raison de sa structure cristalline, ce qui peut produire l'apparence d'angles droits et de surfaces planes sans aucune intervention humaine. Les quelques caractéristiques qui semblent modifiées pourraient représenter un usage humain ultérieur mineur d'une formation préexistante. Mais la fracturation naturelle selon des plans perpendiculaires ne produit pas d'escalier. Elle produit des blocs rectangulaires. Elle ne produit pas une large route plate courant parallèlement à une terrasse sur une distance prolongée. Elle ne produit pas une dépression triangulaire d'une profondeur constante à la base d'une plateforme à sommet plat. Et elle ne produit pas la disposition spatiale de 10 caractéristiques distinctes dans une configuration qui, si elle était trouvée sur Terre, ne susciterait pas un seul instant de débat. Certains chercheurs se demandent si le monument de Yonaguni est la preuve physique la plus dramatique jamais récupérée d'une civilisation maritime préglaciaire dans le Pacifique. Une civilisation qui a construit sur des terres submergées par la suite par l'élévation du niveau de la mer de 120 mètres qui a suivi la fin de la dernière période glaciaire. Des chercheurs, dont Graham Hancock, ont répertorié des dizaines de structures mégalithiques submergées à travers le monde, toutes datant de la même fenêtre d'inondation post-glaciaire. Le fond de l'océan pourrait-il préserver plus de notre histoire que tout ce que nous avons fouillé sur la terre ferme combinée? Aucune fouille complète avec examen par les pairs n'a été financée au cours des 35 années écoulées depuis sa découverte. La question reste formellement ouverte, reposant au fond du Pacifique, en attente. Top 6 à Spedra Azui de Stonehenge. Du fond de l'océan, au large du Japon, nous émergeons et voyageons vers l'ouest à travers tout le continent eurasien jusqu'aux plaines du sud de l'Angleterre, où une structure que tout le monde pense comprendre se révèle à l'examen, pleine de questions restées sans réponse.
Les pierres bleues de Stonehenge présentent pour le problème des 200 miles. Vous connaissez Stonehenge. La silhouette est l'une des plus reconnaissables au monde. Mais voici ce que les photographies ne disent pas. Les grandes pierres sarcènes, celles qui forment l'anneau extérieur, proviennent de Marlborough Downs, à 25 miles de là. Difficile, certes, mais gérable avec suffisamment de main-d'œuvre et d'ingéniosité. Les pierres bleues, Bluestone, sont le problème. 82 d'entre elles, pesant jusqu'à 4 tonnes chacune, ont été extraites des collines de Preseli, dans le sud-ouest du pays de Galles, à 200 miles de distance, en traversant deux chaînes de montagnes, le canal de Bristol et l'estuaire de la Severn. Quelqu'un a regardé ces pierres spécifiques dans cette chaîne galloise spécifique, a décidé qu'elles étaient en les seules pierres sur Terre qui feraient l'affaire, et les a déplacées sur 200 miles jusqu'à une plaine du Wiltshire. La question à laquelle l'archéologie n'a jamais totalement répondu est pourquoi ces pierres et pourquoi de là-bas? La connexion des pierres bleues avec les collines de Preseli a été établie par le géologue H. H. Thomas dans un article de 1923 dans l'Antiquaris Journal, qui a fait correspondre la composition de la pierre, de la dolérite tachetée, avec des affleurements spécifiques à Carngodog dans la chaîne de Preseli. Une fouille de 2019, dirigée par Mike Parker Pearson de l'University College London, publiée dans Antiquity, a identifié les sites précis des carrières et a trouvé des pics en bois de serre à Carngoedog, cohérents avec une extraction organisée et délibérée, et non une collecte opportune de pierres de surface. L'équipe de Parker Pearson a également trouvé quelque chose d'inattendu. Les pierres bleues semblent avoir été érigées d'abord sur un site au pays de Galles, avant d'être délibérément démontées et déplacées. Le site, appelé Wonmound, est un cercle de pierres démontées dont les dimensions correspondent à la configuration des pierres bleues de Stonehenge. Ces pierres n'ont pas été déplacées une fois, elles l'ont été deux fois. Une étude de 2020 dans le Journal of Archaeological Science par Richard Bevans et Rob Ixer a utilisé l'analyse isotopique pour confirmer qu'au moins 50% des pierres bleues provenaient de l'affleurement précis de Carngoedog, une découverte qui élimine le transport glaciaire comme explication pour la majorité des pierres. Ces pierres ont été extraites, portées, érigées, démontées et portées à nouveau. L'analyse de la disposition des pierres à l'intérieur de Stonehenge même montre que les pierres bleues ont été repositionnées plusieurs fois sur une période d'environ 500 ans, suggérant qu'elles ont conservé une signification rituelle active à travers de nombreuses générations. La vision conventionnelle, développée le plus profondément par les recherches de Parker Pearson, soutient que les pierres bleues ont été déplacées par les peuples néolithiques en utilisant des combinaisons de traîneaux, de rouleaux de bois, de cordes et peut-être de radeaux côtiers le long des côtes galloises et anglaises. La motivation, dans l'interprétation de Parker Pearson, était la sainteté du site d'origine des pierres. Elle portait le pouvoir spirituel des montagnes galloises et les déplacer vers la plaine de Salisbury était un acte délibéré d'unification culturelle et religieuse entre des communautés séparées par la géographie. Mais la motivation rituelle, aussi plausible soit-elle, ne résout pas le problème d'ingénierie. Elle l'approfondit. Si ces pierres étaient sacrées précisément à cause d'où elles venaient, alors les bâtisseurs ont compris qu'ils tentaient une quasi-impossibilité logistique et ont choisi de le faire quand même, plusieurs fois sur 5 siècles. Le transport expérimental de pierres du poids des pierres bleues le long de l'itinéraire côtier proposé n'a jamais été achevé avec succès, particulièrement la traversée du canal de Bristol. Le comment ne reste que partiellement résolu. Certains chercheurs se demandent si la dolérite de Preseli a été sélectionnée non pour son origine géographique, mais pour ses propriétés acoustiques. La dolérite tachetée résonne comme une cloche lorsqu'on la frappe, une qualité mesurablement différente des pierres sarcènes qui forment l'anneau extérieur. Le chercheur en archéoacoustique Rupert Till de l'université de Huddersfield a démontré en 2011 que le tracé de Stonehenge crée des effets acoustiques spécifiques, notamment des ondes stationnaires et des motifs de réverbération particuliers qui ont pu être des caractéristiques de conception intentionnelle plutôt que des résultats accidentels. Le monument aurait-il pu être construit en partie comme un instrument sonore? Les pierres bleues ont-elles été choisies pour la façon dont elles chantent? Les pierres sont debout depuis 4000 ans et elles n'en ont pas fini avec leurs questions.
Top 7. Sacsayhuaman. De pierres déplacées pour des raisons que nous ne pouvons pas totalement expliquer, nous voyageons vers une structure construite avec des pierres qui, selon tout calcul raisonnable, n'auraient même pas dû bouger. Sacsayhuaman est la forteresse qui ne devrait pas être debout. À une altitude de 3100 mètres au-dessus du niveau de la mer, là où l'air est assez rare pour arrêter un ouvrier du bâtiment au milieu d'un pas, quelqu'un a déplacé des pierres de la taille de maison. Non pas des blocs lisses et maniables, mais des masses polygonales irrégulières de 8 mètres de haut et 5 mètres de large, pesant jusqu'à 200 tonnes. Elles ont été taillées en des formes comptant entre 12 et 44 faces distinctes, puis emboîtées les unes dans les autres avec une telle précision que le joint entre elles est une ligne continue et ininterrompue. Aucun mortier ne les retient. Aucun tassement ne les a écartées. 5 siècles après l'arrivée des Espagnols qui ont construit une ville coloniale juste en dessous, en utilisant ces mêmes pierres comme carrières, les remparts de Sacsayhuaman sont toujours debout. La ville espagnole en dessous a été reconstruite plusieurs fois après des tremblements de terre. Les murs anciens au-dessus n'ont pas bougé. Le chroniqueur espagnol Pedro Chiesa de León a documenté le site en 1553, enregistrant l'histoire orale inca qui attribuait les sections les plus anciennes à une civilisation pré-inca. Jean-Pierre Protzen de Lucy Berkeley a mené une archéologie expérimentale systématique dans la carrière associée de Rumicolca dans les années 1980 et 1990, publiant ses conclusions dans le Journal of the Society of Architectural Historians. Une évaluation du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 a identifié la forteresse comme l'une des constructions en pierre sèche les plus techniquement sophistiquées au monde. Le site couvre environ 3 hectares de flancs de collines au-dessus de Cusco et comprend 3 phases distinctes de construction, dont la plus ancienne utilise les pierres les plus grandes et les plus précisément ajustées. La plus grande pierre individuelle de Sacsayhuaman, connue sous le nom de pierre fatiguée, pèse environ 200 tonnes et mesure environ 8,5 mètres de haut, comme le confirment de multiples relevés structurels indépendants. La carrière la plus proche se trouve à 35 km, le long d'un itinéraire qui comprend la traversée d'une rivière et un dénivelé positif de 600 mètres. Le Pérou précolombien n'avait ni véhicules à roues, ni outils en fer, ni bêtes de somme capables de déplacer des charges de plusieurs tonnes. Des tests de transport expérimentaux organisés par l'ingénieur Pavel Pavel dans les années 1990 ont permis de déplacer un bloc de pierre de 10 tonnes à l'aide de 100 ouvriers, de traîneaux en bois et de cordes. Porter cela à 200 tonnes nécessiterait théoriquement 2000 ouvriers et une surface de route préparée qui n'a jamais été trouvée le long de l'itinéraire de transport. Les expériences de taille de Protzen ont documenté des techniques de piquetage au marteau utilisant des pierres plus dures, confirmant que le façonnage de précision était réalisable avec les outils disponibles, avec suffisamment de temps. Mais Protzen lui-même a conclu que la technique d'ajustement polygonal dans les murs principaux de la forteresse, ces pierres de 44 faces jointes avec des tolérances submillimétriques confirmées par les mesures au pied à coulisses de l'ingénieur David Hatcher Childress lors d'un relevé en 1994, restaient inexpliquées par tout ensemble d'outils disponibles pour les Incas. De nombreux chroniqueurs espagnols, dont Garcilaso de la Vega écrivant en 1609, ont rapporté indépendamment que les Incas ne prétendaient pas avoir construit les sections les plus anciennes, les attribuant plutôt à un peuple associé à la divinité créatrice, Viracocha. La vision conventionnelle soutient que Sacsayhuaman a été construite grâce au système MITA, le recrutement obligatoire de main-d'œuvre par l'État Inca, qui pouvait mobiliser des dizaines de milliers d'ouvriers pour des projets monumentaux. Les expériences de Protzen démontrent que le piquetage itératif, bien que lent, peut aboutir à des ajustements extrêmement précis par essai et retouches répétées. Le transport via des traîneaux en bois sur des surfaces d'argile humide est théoriquement réalisable avec une coordination suffisante de la main-d'œuvre, même pour les pierres les plus lourdes. Mais Protzen a reconnu les limites de ses propres résultats expérimentaux face aux remparts principaux. Et la tradition orale inca préservée, dans plusieurs récits espagnols indépendants, distinguait spécifiquement les structures que les Incas avaient
construit des structures plus anciennes qu'ils avaient trouvées et incorporées. Si les gens qui vivaient là disaient qu'ils n'avaient pas construit les murs les plus anciens, la question de savoir qui l'a fait reste véritablement ouverte. Certains chercheurs se demandent si les sections les plus anciennes de Sacsayhuaman et la technique d'ajustement polygonal identique trouvée dans le temple de la vallée en Égypte, séparée par un océan et plus de 1000 ans, ne représentent pas les vestiges survivants d'une seule tradition antérieure de construction mégalithique ayant précédé les deux cultures. La technique est si spécifique, si exigeante techniquement, et si inutile d'un point de vue purement structurel que son invention indépendante dans deux lieux séparés aux côtés opposés du monde force le concept de coïncidence. Et si elle n'avait pas été inventée 2 fois? Top 8. As plataformas ahu da Ilha de Pascua. Des murs au sommet des montagnes du Pérou, nous traversons le Pacifique vers la chaîne d'îles la plus isolée de la Terre, où une civilisation sans outils en métal et sans transport par roue a sculpté et déplacé 900 statues, puis, en un laps de temps remarquablement court, les a toutes détruites. Les plateformes AU de l'île de Pâques sont la route vers nulle part et le retour. L'île de Pâques est le lieu habité le plus isolé de la Terre. La Terre la plus proche, l'île Pitcairn, se trouve à 2075 km et abrite moins de 50 personnes. Le continent le plus proche est à 3500 km, à travers l'océan Pacifique ouvert. Sur ce morceau de roche volcanique, une population qui n'a jamais dépassé 15 000 personnes a extrait 900 statues de pierres massives d'un seul cratère volcanique, les a transportées à travers l'île, le long de routes encore visibles sur les photographies aériennes aujourd'hui, et les a érigées sur des plateformes en pierre conçues avec précision. Puis, dans une période qui semble étonnamment courte dans le registre archéologique, ils les ont toutes renversées. L'explorateur hollandais Jacob Roggeveen a établi le premier contact européen le dimanche de Pâques 1721 et a trouvé les statues déjà renversées. Johan van Tilburg, du projet des statues de l'île de Pâques, de l'UCLA, a répertorié les 887 statues confirmées depuis 1990, les découvertes ayant été publiées dans son livre de 1995, Easter Island, Archaeology, Ecology and Culture. Parmi ces statues, 397 se trouvent encore dans ou près de la carrière de Rano Raraku à différents stades de finition, fournissant un enregistrement unique de la séquence de construction, de la première taille à la forme finale. En 2019, une fouille de l'équipe de Van Tilburg a confirmé quelque chose que les photographies n'avaient jamais révélé. Les statues ont des corps qui s'étendent de 6 à 8 mètres sous le sol, et ces parties enterrées sont couvertes de pétroglyphes sculptés, des messages inscrits sur les parties qui n'auraient jamais dû être vues une fois les statues debout. La statue moyenne pèse 14 tonnes. Paro, le plus grand exemple érigé avec succès, mesure 10 mètres de haut au-dessus de sa plateforme et pèse 82 tonnes. La plus grande statue jamais extraite, jamais terminée ni déplacée, mesure 21 mètres de long et pèse environ 270 tonnes. Pendant des décennies, la méthode de transport a été le mystère central de l'île. En 2012, les archéologues Carl Lippo et Terry Hunt ont publié des résultats expérimentaux dans le Journal of Archaeological Science, démontrant que les statues pouvaient être marchées debout en utilisant 3 équipes coordonnées de tireurs de cordes dans un mouvement de balancement, achevant le transport d'une statue de 10 tonnes en moins d'1 heure et correspondant au motif d'usure par balancement trouvé sur les bases de nombreuses statues en transit. Les plateformes AU elles-mêmes ont nécessité d'importants travaux de terrassement et une ingénierie d'alignement cardinal précise qui, sur certains sites, a impliqué le déplacement de matériaux de remblai comparables en volume à la construction d'une petite pyramide. Et la maçonnerie de certaines plateformes, particulièrement les murs de Vinapu, utilise une construction polygonale précisément ajustée, presque identique aux techniques Inca trouvées au Pérou, y compris les mêmes interfaces angulaires qui créent un joint autobloquant. Cette similitude a été notée par Thor Heyerdahl lors de son expédition de 1955 et écartée pendant des décennies. En 2020, une étude publiée dans Current Biology par Alexander Ioannidis et ses collègues a trouvé des preuves génétiques claires de contacts pré-européens
entre les Polynésiens de l'île de Pâques et les populations sud-américaines, datée approximativement entre 1150 et 1230 après J.J. C'était une connexion que Heyerdahl avait proposée en 1952 et pour laquelle il avait été discrédité. Elle en a été confirmée 70 ans plus tard par l'ADN. L'AU de Vinapu, avec sa maçonnerie de style Inca, n'est plus une coïncidence nécessitant une explication. C'est la preuve du contact exact que la génétique confirme. La vision conventionnelle soutient que la population de l'île de Pâques a construit les statues pendant une période de stabilité écologique, puis s'est effondrée démographiquement à cause de la déforestation et de l'introduction de rats qui ont détruit les réserves de graines de l'île, suivies par des guerres entre clans culminant dans le renversement systématique de tous les monuments debout. La maçonnerie de Vinapu, dans cette lecture, représente des solutions d'ingénierie convergentes. Mais la confirmation par l'ADN de 2020 change considérablement le poids de cet argument de convergence. Le contact était réel, l'échange était réel. Quoi d'autre a voyagé avec les navigateurs polynésiens qui ont atteint l'Amérique du Sud et sont revenus? Les pétroglyphes enterrés sous les bases des statues, des messages sculptés sur des surfaces invisibles une fois les statues érigées, suggèrent que les insulaires codaient des informations pour un public qu'ils n'imaginaient pas être leurs propres descendants. Pour qui ces messages ont-ils été laissés? Top 9 à Smurala du Grand Zimbabwe. D'une île dont le peuple a enterré son écriture la plus importante là où aucun œil vivant ne pouvait l'atteindre, nous voyageons vers l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la plus grande structure de pierre ancienne d'Afrique subsaharienne, construite par un empire que l'histoire a traité comme s'il avait à peine existé. Les murs du Grand Zimbabwe sont l'empire effacé d'Afrique. Lorsque les explorateurs européens sont arrivés pour la première fois devant les enceintes de pierre du Grand Zimbabwe dans les années 1870, les structures étaient si vastes et si sophistiquées qu'un nombre remarquable d'entre eux se sont engagés par écrit sur la position selon laquelle les Africains n'auraient pas pu les construire. L'un a suggéré que le site était la ville biblique d'Ophir. Un autre l'a attribué à des marchands phéniciens. Un explorateur allemand a proposé que c'était le palais perdu de la reine de Saba. Il a fallu près d'un siècle de travail archéologique systématique pour établir ce qui aurait dû être évident dès le départ. La plus grande structure de pierre d'Afrique subsaharienne a été construite par les populations africaines de langue shona, sans mortier, sans outils en métal et sans aucune tradition de construction monumentale visible dans le registre archéologique régional avant ou après. La question n'est plus de savoir qui l'a construite. La question est de savoir d'où venait la connaissance et où elle est partie. L'explorateur européen Adam Renders a visité le site pour la première fois en 1867. Les fouilles systématiques ont commencé avec Gertrude Catton Thompson de l'Université de Cambridge en 1929. Ces découvertes ont établi de manière concluante que le Grand Zimbabwe a été construit par des peuples africains, indigènes d'ascendance bantoue, une conclusion à laquelle le gouvernement colonial de Rhodésie a initialement résisté. Le rapport de 1931 de Catton Thompson pour l'Association britannique pour l'avancement des sciences est considéré comme le document fondateur de l'archéologie zimbabwéenne. Le site a reçu la désignation de patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986. Les murs du Grand Enclos atteignent une hauteur confirmée de 11 mètres, une épaisseur de 5 mètres à la base et une longueur totale de 250 mètres, nécessitant environ 15 000 tonnes de granit empilé à sec, confirmé par les relevés structurels de l'UNESCO. La construction utilise une technique d'assise raffinée dans laquelle les blocs sont triés par taille de la base au sommet, créant une pente interne qui répartit le poids et résiste à la pression latérale. Une technique qui requiert des connaissances en ingénierie et pas seulement du travail accumulé. Les fouilles de Catton Thompson ont récupéré des artefacts qui confirment la place du Grand Zimbabwe dans le commerce à longue distance. Poterie céladon chinoise, faïence persane et perles de verre du réseau commercial de l'océan Indien. À son apogée, la ville abritait environ 18 000 personnes, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes du monde au XIVe siècle. Les artefacts en or trouvés dans les ruines incluaient les célèbres oiseaux du Zimbabwe, 8 sculptures en stéatite de l'aigle Battler, qui sont aujourd'hui les symboles nationaux du Zimbabwe et de la Zambie. À l'intérieur du Grand Enclos,
s'élève une tour conique de 9 mètres de haut et de 5,5 mètres de diamètre à sa base. Elle est complètement pleine. Ce n'est pas une structure de stockage, ni un dispositif défensif, ni un objet fonctionnel d'aucune sorte que l'analyse ait identifié jusqu'à présent. Elle est simplement là, pour un usage inconnu, au sein de l'enclos le plus important d'une civilisation qui commerçait à travers l'océan Indien. La vision conventionnelle soutient que le Grand Zimbabwe était la capitale du royaume du Zimbabwe, un État Shona qui contrôlait le commerce de l'or entre l'intérieur de l'Afrique australe et les ports de la côte Swahili qui alimentaient le réseau de l'océan Indien. La technique de construction en pierre sèche s'est développée au fil des générations à mesure que les bâtisseurs Shona affinèrent leur art sur des sites plus petits avant de l'appliquer à pleine échelle dans la capitale. L'abandon vers Pochter 150 à Prokashoshishi est attribué à l'épuisement des ressources, au surpâturage, à la déforestation et à une sécheresse régionale rendant le site insoutenable. Mais la technique de construction inclinée, l'assise précise et la répartition du poids structurel n'apparaissent pas dans les Zimbabwe plus petits qui sont censés représenter la séquence de développement. Elle apparaît dans la capitale sous une forme essentiellement aboutie. L'absence quasi totale de cet empire commercial du XIVe siècle des programmes d'histoire mondiale standard, alors qu'il s'agit de la plus grande structure ancienne d'Afrique subsaharienne et du centre administratif d'un État qui commerçait avec la Chine et la Perse, n'est pas un problème archéologique, c'est un problème éditorial. Certains chercheurs se demandent si l'effacement du Grand Zimbabwe de la conscience historique dominante ne représente pas l'une des omissions les plus lourdes de conséquences de l'éducation moderne. L'exclusion systématique de la réussite civilisationnelle africaine de l'histoire du progrès humain. C'est un résidu du déni de l'ère coloniale que Caton Thompson a réfuté en 1929, mais qui persiste dans la perception populaire. Un empire qui commerçait avec la Chine et la Perse au XIVe siècle, dirigeant 18 000 personnes depuis une capitale de pierre, sans mortier, construite avec une ingénierie structurelle, que nous ne pouvons toujours pas expliquer totalement, reste invisible dans la plupart des programmes scolaires. Si cela peut être ignoré, qu'est-ce qu'on nous a encore appris à ne pas voir? Top 10 à Grande Pyramide de Gizeh. Des tours de pierre du Zimbabwe, nous voyageons vers le nord-est à travers l'océan Indien et remontons la plaine mésopotamienne jusqu'à la structure unique dont l'ingénierie reste la question la plus débattue de toute l'archéologie. La Grande Pyramide de Gizeh est le nombre que personne n'arrive à expliquer. Voici un chiffre. 1440. C'est le nombre d'années d'environ 2560 à J, C, à 1311 à J, C, pendant lesquelles aucune structure construite par des mains humaines n'a dépassé la hauteur de la Grande Pyramide de Gizeh. Elle a détenu ce record pendant plus de 14 siècles, jusqu'à l'achèvement de la flèche de la cathédrale de Lincoln en Angleterre. La hauteur seule est extraordinaire, mais la hauteur n'est pas le mystère. Le mystère est ce qui est codé dans la forme elle-même, une relation entre des dimensions que la mathématique occidentale n'identifierait formellement qu'au XVIIIe siècle de notre ère, construite dans la pierre avec une précision qui ne peut être accidentelle et que personne, en 4000 ans de contemplation directe, n'a totalement expliqué. Le premier relevé précis a été mené par l'égyptologue Flinders Petrie entre 1880 et 1882, publié dans The Pyramids and Temples of Gizeh en 1843. Ce relevé reste la référence de mesure fondamentale pour tout ce qui a suivi. Petrie a mesuré les 4 côtés de la base et a découvert que leur longueur moyenne était de 232,3 mètres, avec un écart maximum entre les côtés de 4,4 cm sur une base couvrant 5,3 hectares. La base est nivelée sur toute cette surface avec une précision de 2,1 cm et l'alignement avec le nord vrai, confirmé par Petrie et par des relevés GPS ultérieurs, atteint une précision de 3/60 de degré. C'est une précision inégalée par toute autre structure ancienne et non surpassée de manière significative par l'Observatoire de Paris, qui fut construit en 1671 dans le but explicite d'atteindre la précision méridienne. Les pierres de parement, 144 000 blocs de calcaire de Toura poli qui couvraient à l'origine l'extérieur,
était ajusté avec des joints d'un demi-millimètre. Petrie a décrit la qualité du travail comme le meilleur travail d'opticien à l'échelle d'hectares. La grande galerie interne mesure 47 mètres de long pour une hauteur de 8,7 mètres, ses murs étant construits avec 7 couches d'encorbellement imbriquées qui répartissent le poids énorme de la structure au-dessus de la chambre du roi sans une seule colonne de soutien. Ce système structurel, la distribution de la force de compression par encorbellement, n'a pas été formellement codé dans l'ingénierie occidentale avant le 19e siècle. Maintenant, le rapport entre le périmètre de la pyramide et le double de sa hauteur donne la constante mathématique pi avec 4 décimales, 3,195. Le mathématicien Livio Catulo Stecchini a calculé la probabilité que cela surgisse par hasard de choix de dimensions arbitraires à moins de 1 sur 10 000. Le rapport entre la hauteur de la pyramide et la moitié de la longueur de sa base est égal au nombre d'Orphi, 1618, avec 3 décimales. Les deux relations apparaissent simultanément dans une seule structure en 2560 avec J, C. De plus, la hauteur de la pyramide correspond au rayon polaire de la Terre avec une marge d'erreur de 0,2%, une relation qui soit code de réelle connaissance géodésique, soit représente la coïncidence dimensionnelle la plus extraordinaire de l'histoire de l'architecture. La théorie de la corrélation d'Orion de Robert Bauval, publiée de manière étendue dans Le Mystère d'Orion en 1994, a démontré que les 3 pyramides de Gizeh correspondent aux étoiles de la ceinture d'Orion en termes de taille relative, d'espacement et de décalage angulaire, le Nil correspondant à la Voie lactée dans le même diagramme à une date précessionnelle d'environ 10 500 J, C. En 2017, un article de Morishima et ses collègues publié dans Nature a utilisé la tomographie par muons, imagerie par particules subatomiques, pour détecter un vide auparavant inconnu au-dessus de la Grande Galerie, d'une taille approximativement égale à celle de la Grande Galerie elle-même. Personne n'y est entré. Personne ne l'a expliqué. La vision conventionnelle, représentée le plus en détail par The Complete Pyramids de l'égyptologue Mark Lehner et par les vastes publications de Zahi Hawass, soutient que la Grande Pyramide a été construite comme tombeau pour le pharaon Khéops, en utilisant une main-d'œuvre d'environ 20 000 à 30 000 ouvriers organisés avec des systèmes de rampes utilisés pour la pose des blocs. Les relations mathématiques dans les dimensions sont attribuées à l'utilisation du séqued, une unité égyptienne de mesure de pente qui produit naturellement des rapports proches de pi comme sous-produit d'une construction angulaire constante. Les chambres internes vides ont diverses explications, notamment le pillage de tombes dans l'Antiquité ou un enterrement qui n'a jamais été achevé. Mais l'explication du séqued justifie que pi apparaisse comme un sous-produit de la mesure de la pente. Elle n'explique pas pourquoi phi et pi apparaissent simultanément dans les proportions de la même structure, car aucune méthode de construction basée sur le séqued ne produit les deux rapports en même temps. Et l'absence de toute preuve d'inhumation, aucun corps, aucune inscription identifiant un pharaon et aucun mobilier funéraire dans la seule structure prétendument construite, comme le tombeau le plus grandiose d'une civilisation qui a déployé des efforts extraordinaires pour préserver et identifier les restes réels, n'est pas une anomalie que le vol ou l'inachèvement résolvent proprement. C'est un mystère que la théorie du tombeau contourne depuis 2 siècles sans le dissoudre. Certains chercheurs se demandent si la Grande Pyramide n'a jamais été un tombeau, si sa véritable fonction n'a pas encore été identifiée correctement, et si sa précision mathématique n'était pas un sous-produit d'une construction pratique, mais le but délibéré de la construction elle-même. Une structure qui code pi, phi et le rayon polaire de la Terre simultanément, alignée sur le nord vrai avec une précision de moins d'une minute d'arc, contenant un vide caché de la taille d'une salle qui n'a jamais été visitée. C'est soit l'accumulation la plus extraordinaire de coïncidences dans l'histoire de la construction humaine, soit un message codé dans 2,5 millions de pierres à une échelle conçue pour survivre à tout. La question qui demeure est de savoir si nous le lisons correctement et ce qui pourrait nous échapper. 10 structures, 4 continents et un fond d'océan. 12 000 ans séparant le plus ancien temple jamais trouvé de la chambre cachée à l'intérieur du monument le plus célèbre au monde. Réfléchissez à cet intervalle un instant. Pas quelques siècles de tradition partagée,
mais 12 000 ans de précision impossible, de travail coordonné, de codage astronomique et d'ingénierie qui dépassent les outils, et, dans certains cas, les connaissances formelles disponibles pour les cultures dont nous disons qu'elles ont construit ces choses. La vision conventionnelle, énoncée clairement et équitablement, est la suivante. Les êtres humains sont capables de prouesses collectives extraordinaires, et nous sous-estimons systématiquement ce que le travail organisé, les connaissances accumulées et la motivation culturelle peuvent produire au fil des siècles. Les explications ne sont pas des inventions. Les expériences de taille de pierre de Protzen sont réelles. Les recherches sur les pierres bleues de Parker Pearson sont réelles. La documentation de Lehner sur la main-d'œuvre est réelle. Écarter ce travail n'est pas du scepticisme. C'est la même paresse intellectuelle qui a enterré Göbekli Tepe sous l'étiquette de cimetière médiéval pendant 30 ans. Mais quelque chose court sous chacune de ces 10 structures qu'aucune explication conventionnelle individuelle ne couvre. Le problème de la convergence sans contact. L'ajustement de pierres polygonales au Pérou et en Égypte. Pi et Phi codés simultanément dans des pyramides sur 2 continents. Des alignements astronomiques construits par des cultures séparées par des océans et des milliers d'années, tenant compte de la précession et de la dérive stellaire. Une mathématique de ventilation souterraine mise en œuvre avant l'existence de la dynamique des fluides formels. Les explications orthodoxes qui fonctionnent pour chaque structure individuellement deviennent plus difficiles à soutenir lorsque l'on prend assez de recul pour voir les 10 en même temps. La position honnête, la seule que les preuves combinées soutiennent réellement, est celle-ci. Nous ne savons pas totalement. La chronologie de la capacité humaine pourrait remonter bien plus loin que ne le reconnaissent nos programmes scolaires. Il a pu y avoir des corps de connaissances, des réseaux de transmission ou des civilisations dont nous n'avons pas encore récupéré les noms qui ont façonné ce que nous appelons le monde antique. Une partie de ce que nous appelons des prouesses primitives a pu être héritée plutôt qu'inventée à partir de rien. La plupart des gens traversent les musées, lisent la plaque, acceptent un peu la date et passent à autre chose. Ils présument que l'institution maîtrise le sujet. Ils ont confiance dans le fait que s'il y avait autre chose à savoir, quelqu'un le leur aurait déjà dit. Vous avez regardé jusqu'ici. Cela signifie que vous êtes le genre de personne qui lit au-delà de la plaque, qui remarque quand l'explication est trop commode, qui sent l'écart entre ce qu'on nous dit et ce que les preuves renferment réellement. Cet instinct, le refus d'accepter le probablement comme un certainement, est la seule chose qui a réellement fait avancer la connaissance humaine. Il y a 12 000 ans, quelqu'un s'est arrêté sur une colline battue par les vents dans le sud-est de la Turquie et a construit un temple qui n'aurait pas dû exister. Ils ont taillé la pierre, érigé les piliers, sculpté les animaux avec une précision qui inquiète encore les chercheurs qui les étudient. Et puis ils ont tout enterré soigneusement et délibérément, et sont entrés dans une histoire que nous commençons à peine à récupérer. Nous déterrons tout cela depuis lors. La question que Göbekli Tepe ne résout jamais est celle qui anime chacune de ces 10 structures. Que savaient-ils qu'ils avaient besoin de cacher? Si ces histoires ont changé votre façon de regarder les pierres anciennes de notre monde, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Aidez-nous à planter les graines d'une nouvelle compréhension de notre passé. Le prochain trésor de connaissances perdues sera bientôt révélé.